et de ces vidéos. Hello, recording in progress. Pour rappeler un petit peu le cadre donc, de ces ateliers, la semaine de l'égalité entrepreneuriale est portée par la préfecture de la Martinique et de la déléguée régionale aux droits de la femme et à l'égalité. Elle vise surtout à soutenir les femmes qui ont moins de moyens que les autres et qui font preuve de courage, de résilience pour entreprendre malgré les difficultés rencontrées au niveau personnel et professionnel. Euh, Elle a lieu dans le cadre du Carrefour entrepreneurial de BPI France et de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors, co-organisée par des associations, donc le réseau Lila, qui est un réseau qui soutient, qui accompagne les femmes qui entreprennent, par l'association Les Amazones, qui accompagne aussi les femmes donc, qui sont dans le cadre de leur parcours de santé, de guérison et aussi de réinsertion. Et aussi par 60 000 rebonds, qui est une association donc, qui aide les entrepreneurs pardon, qui ont des difficultés avec leur société, leur entreprise, justement à trouver des solutions ou alors rebondir et repartir sur d'autres projets. Voilà. Cette année, le thème porte sur la santé et nous sommes soutenus tout particulièrement par l'Agence régionale de santé de la Martinique, de la communauté d'agglomération Centre-Martinique et de la mutuelle UFR. Et cet après-midi, nous recevons donc Anaïs Orlet, donc, qui est ergothérapeute du travail, qui va nous parler un petit peu donc, aujourd'hui comment prendre soin de sa santé sur son poste de travail. Donc Anaïs, Merci pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Voilà. Euh, on commence maintenant ou vous voulez qu'on attende un petit peu? Oui, alors on essaye d'être ponctuel et de respecter justement les personnes qui le sont aussi. Donc, on démarre. D'accord, ok. Merci. Donc on démarre. Ok. Oui. Donc bonsoir à toutes. Cet après-midi, on sera ensemble pour parler aménagement de poste de travail. Voilà. Donc c'est un peu mon métier effectivement parce que je suis ergothérapeute. Je pense que c'est une profession qui est peu connue en Martinique parce que effectivement, c'est une profession qui est assez nouvelle. Et puis, c'est une profession aussi qui travaille essentiellement avec un public handicapé. Mais nous avons un champ d'intervention qui est aussi au niveau de la prévention. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir du coup sur ce thème, l'aménagement du poste de travail. Alors, j'ai essayé de faire une présentation assez simple, accessible. En tout cas, s'il y a des mots ou des termes que j'emploie qui vous sont un petit peu compliqués, n'hésitez pas à dire dans le chat et du coup, ça sera retranscrit du coup par Frédéric. Enfin, Frédéric peut du coup me transmettre vos questions si besoin. Alors, du coup, on va faire une petite intro pour commencer où je vais vous présenter ma profession et puis ensuite, je vais séparer ma présentation en deux. D'abord, on va parler des pathologies et des risques professionnels, surtout du coup dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et puis la deuxième partie, ça sera avec quelques conseils à appliquer au niveau des gestes et des postures adaptées. Alors, mon métier, du coup, je suis un professionnel de santé et je travaille avec les personnes, en fait, jeunes, adultes ou personnes âgées. Mon objectif, en fait, c'est de me centrer sur la personne, l'environnement et ses activités. Le rôle de l'ergothérapeute, pour faire simple, c'est de s'intéresser à ce que fait la personne, quel est son travail, son histoire de vie, ses pathologies, ses capacités, ses incapacités. Quel est son environnement? Donc, où est-ce qu'elle travaille? Quelles sont ses conditions de travail? Est-ce qu'elle vit dans une maison de plein pied, une maison à étage? Quels sont ses loisirs, etc. Et en fonction de ces trois catégories, en fait, l'ergothérapeute pourra faire un bilan qui permettra concrètement d'adapter l'environnement, si besoin, en fonction des difficultés de la personne. Donc, le lien est clair, c'est qu'en fait, en fonction de vos capacités ou incapacités, si jamais vous avez un handicap durable ou
ponctuelle, vous êtes cassé une jambe par exemple, l'ergothérapeute sera en capacité de trouver des solutions pour votre poste de travail ou à domicile ou en loisir, etc. Donc, j'espère que j'ai été assez claire au niveau de la présentation de mon métier. Donc, en gros, je vous l'ai réécrit sur la diapo. L'ergothérapie vise à trouver le meilleur ajustement possible entre ce que la personne peut faire, ce qu'elle veut faire et où elle doit le faire. En gros, c'est pour ça que la composante de l'environnement est très importante pour nous. Donc concrètement, l'ergo, comme il intervient du coup aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes ou les personnes âgées, on est positionné aussi bien sur l'accompagnement d'une dysgraphie chez un enfant en milieu scolaire que l'adaptation d'un poste de travail chez une personne qui a une déficience visuelle ou l'aménagement du logement d'une personne âgée qui veut rester vivre le plus longtemps possible. Voilà. Donc, c'est une profession qui intervient, comme je vous ai dit, dans le champ également de la prévention, d'où l'intervention sur cet atelier aménagement de poste de travail, puisque là, l'important, ça va être de connaître les principes de fonctionnement de vos articulations, de vos muscles, de votre système musculo-squelettique pour prévenir les douleurs, les incapacités et du coup, durer dans votre activité de travail. Alors, je vais vous embêter un petit peu. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ma petite question, qui est la suivante. Alors, parmi vous, mesdames, qui a mal en ce moment ou a déjà eu mal à cause d'une posture ou d'un geste réalisé dans le cadre du travail? D'accord? Donc, à quel niveau vous avez mal? Est-ce que vous êtes déjà allé chez le kiné parce que vous avez eu une difficulté à un moment donné? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à votre poste de travail parce que cela génère de la douleur? À quel niveau? Est-ce que vous avez déjà aussi eu des difficultés de type handicap ponctuel et du coup, vous avez dû réaménager votre poste de travail et du coup, hop, vous vous retrouvez quand même dans une situation où bon, la situation n'est pas stabilisée, vous cherchez encore des réponses. Voilà. En tout cas, si vous avez des choses à me faire remonter, j'aimerais bien, avant de faire un petit constat, j'aimerais bien avoir vos retours. Alors, tu as déjà des retours. Alors, tu as le dos. Il y a une personne, Morgane, qui a une sciatique continue de la hanche. Ah, D'accord. donc je ne vois plus. Alors, c'est vrai Au que je n'ai pas niveau- précisé, mais on pourra en discuter. Est-ce que vous êtes plutôt sur des postes statiques ou des postes dynamiques ou est-ce que vous faites les deux? Voilà. Est-ce que vous avez mal au dos parce que vous restez assise ou est-ce que c'est parce que vous êtes en manutention manuelle ou est-ce que c'est parce que vous faites les deux? Il y a une personne qui a une station debout toute la journée, donc des problèmes veineux. Il y a D'accord, Nadine qui a mal au dos car scoliose si trop longtemps assise. d'accord, Catherine à l'épaule suite au travail sur la table à manger pendant le Covid. Du coup, douleur d'accord, permanente, bras bloqués, kiné. Christina, le bas du dos. Mal au dos, kiné, oui. Oui, au niveau du dos, mais suite à une opération, je suis suivie, je fais régulièrement de la kiné. d'accord, Il y a Morgane qui a tendance à se cambrer et ne pas assez gainer quand elle porte des charges lourdes. d'accord, Douleur à la nuque, principalement pour Cora. Marie-Félix, dos et pieds, je suis en situation de handicap. d'accord, Morgane, poste dynamique avec charge lourde et manutention. Wendy, mal aux épaules, pas de kiné, souvent assise derrière un bureau. d'accord. Cora, je suis principalement dans une posture statique, j'essaie justement d'y mettre plus de mouvement. Mhm. Assise toute la journée, Marie-Félix. Hélène, oui, les cervicaux. Soins kinés, situation stabilisée, changement de siège pour le travail, activité sportive douce. Angélique, souvent le... Ah, ça a bougé, je ne vois plus. Voilà. Souvent le haut du dos au clavier bas et dos suite à position assise, mais j'ai remédié avec des ballons.
D'accord, Bonjour, à l'épaule, assise derrière un bureau suivi par un kiné. Laura, en d'accord. particulier pour le travail à la maison, bureau, ordinateur, et la tentation de faire d'autres tâches ménagères qui détournent du travail particulièrement, du travail, et sans pathologie particulière, position assise toute la journée. D'accord, ok. Posture statique, souvent c'est ça, problème de dos sciatique. C'est Oui, ça, j'ai ouais. retenu deux choses. Alors, j'ai aussi gardé en mémoire, je crois que c'est Morgane qui a dit qu'elle sait qu'elle cambre quand elle porte des charges. Déjà, Ouais. ben, Morgane a identifié ce qui pose problème, effectivement, on va en parler. Donc, la posture quand on est en manutention manuelle. Est-ce que je peux continuer, Frédéric, ou est-ce qu'il y a Oui, tu peux, d'autres... vas-y, vas-y, Ok. vas-y. Donc, on pourra de toute façon, enfin, vous pourrez me reposer des questions ou rajouter des choses si jamais je ne suis pas assez exhaustive. Mais bon, je comprends dans l'ensemble qu'on va traiter du coup de deux schémas classiques. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai pu choisir. Donc la posture au bureau, donc travail devant écran et manutention de charges lourdes. Et à quel moment on parle de charges lourdes aussi et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour se soulager. Donc en fait, moi, en tant qu'ergo, mon constat, c'est aussi de me rendre compte de la différence entre le monde entrepreneurial, parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Je travaille dans une entreprise, je suis salariée, mais je suis aussi entrepreneur. Donc, il y a une différence, en fait, entre le monde des grandes entreprises qui sont soumises, en fait, à des obligations de prévention. Donc, par exemple, je dois passer à la médecine du travail, il y a des documents uniques d'évaluation des risques, etc. Tandis que dans le monde de l'entrepreneuriat, ben, on a tendance en fait à négliger notre santé au travail parce que ben déjà la formation et l'information, ben, c'est financièrement des fois compliqué. On n'a pas toujours accès aux formations gestes et postures de façon gratuite. Euh, Alors que dans une entreprise, effectivement, c'est une formation qui va être prise en charge. Euh, on a des fois un budget et des contraintes qui nous obligent à faire des choix quelquefois sur un matériel qui va être moins onéreux, moins qualitatif, parce qu'on a un chiffre d'affaires à maintenir, ce qui est normal. Donc effectivement, un siège de bureau réglable en hauteur ou pas, si le réglable en hauteur il est beaucoup plus cher, ben on va se dire bon ben c'est pas grave s'il n'est pas réglable en hauteur, je vais mettre des coussins. C'est normal, c'est un choix qui est logique, qui est fait. Maintenant, comment on peut faire, même quand on n'a pas de moyens, c'est la question aussi qu'on va pouvoir aborder cet après-midi. Et puis, quand on est auto-entrepreneur aussi, je pense qu'on a des difficultés à s'autodiscipliner. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche avec une cadence qu'on essaye de s'imposer parce qu'on a justement un chiffre d'affaires à réaliser, on a des objectifs, mais en même temps, il y a aussi une notion de pause, d'exercice d'étirement, de sport. Bon, je sais que tout le monde je sais que ça fait écho à tout le monde. Euh, Ce sont des choses en fait qui prennent du temps, qui sont chronophages, mais qui sont nécessaires pour durer euh, dans notre passion. Voilà, parce que je pense que si vous êtes auto-entrepreneur, c'est aussi parce que vous le faites par passion. Donc, on a parlé de beaucoup de choses qui font mal. Effectivement, on va parler de troubles musculo-squelettiques. Vous avez mal à des moments, vous avez mal à des endroits, vous avez mal de façon régulière, épisodique. En fait, ça a un nom, ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc, ce sont des atteintes de l'appareil locomoteur dont la survenue est favorisée par l'activité professionnelle. Donc, ça affecte nos muscles, nos tendons, nos nerfs, des membres supérieurs et inférieurs. Et ces troubles musculo-squelettiques se manifestent non seulement par des gènes, des douleurs, mais aussi par de la raideur, de la perte de force ou de sensibilité d'ailleurs, principalement au niveau, je vais essayer de reprendre ce que vous m'avez dit, donc ça va être cou, dos, épaules,
poignet. C'est exactement ce que vous avez cité. J'ai entendu aussi sciatique, effectivement. Et toutes ces zones qui font mal sont en lien avec des pathologies, d'accord? Je vous ai marqué, mais on n'est pas obligé de retenir. Tout ce qui finit par it, de toute façon, c'est très inflammatoire, ça fait mal en général, ça dure. Il faut de toute façon aller chez le kiné pour pouvoir traiter. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y en a quand même pas mal parmi vous qui vont chez le kiné. Donc, les conséquences de ces TMS, en fait, quelle que soit leur localisation, en fait, elles peuvent devenir irréversibles. C'est ça le souci. Et du coup, une fois qu'elles sont irréversibles, là, on tombe dans ce qu'on appelle une maladie professionnelle. Donc, une maladie professionnelle, ça peut être un handicap durable. Alors, comme je suis ergothérapeute, c'est vrai que le mot handicap, je le dis souvent parce que ça fait partie de mon métier, c'est mon métier, le handicap. C'est un mot qui fait peur, mais il faut savoir que dès lors qu'on a une incapacité, ne serait-ce que de 5%, ben en fait, c'est un handicap. OK? Donc, quand je dis handicap durable, ça ne veut pas dire que je ne peux plus marcher, je ne peux plus sortir, je ne peux plus rien faire. Non, ça veut juste dire que j'ai une douleur qui est tellement importante que du coup, ça m'empêche de faire telle ou telle activité. OK? Donc, pour éviter qu'elle n'évolue vers des maladies chroniques, elles doivent être diagnostiquées, ces TMS, et pris en charge de façon précoce. Donc, il ne faut pas éviter d'aller chez son kiné. Au contraire, il faut y aller. Et puis, à côté du kiné, si on a l'autorisation de son médecin, pouvoir aussi faire de l'activité. Mais ça, on en parlera. Et surtout de l'activité adaptée. Donc, les TMS, elles sont une source, en fait, de désorganisation qui peuvent entraîner une baisse de la performance de l'entreprise. Parce que vous comprenez bien que si vous êtes dans une manutention manuelle régulière et que vous avez mal au dos, voilà, c'est compliqué de continuer à faire cette tâche et du coup, forcément, ça affecte la productivité, aussi la qualité du service que vous voulez offrir à vos clients. Donc ça, c'était la parenthèse du coup TMS. Alors, tu as une question, Oui, Anaïs. Il y a une personne, alors il faut que tu regardes dans le chat, elle a mis une photo d'un siège assez particulier et elle demandait s'il d'accord. était pertinent, si oui, il était pertinent et est-ce que tu saurais par hasard où le trouver en Martinique? Ah, d'accord, ok. Alors, chez un distributeur de matériel médical, qu'elle y aille avec la photo, il y en a plusieurs en Martinique. Genre, je pense que c'est difficile de citer le nom, mais il y en a qui ont des showrooms et vous avez la possibilité du coup de tester ce type de matériel. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis distributeur de matériel médical. Ben, si vous connaissez des noms, vous pouvez les citer. Si vous en avez deux, trois, ce serait parfait. Alors, Ou un s'il y en a qu'un seul. C'est pas grave. non, j'en ai deux. Ok. Alors, il y a Bastide, Ouais. d'accord. Euh, et après, l'autre, je ne sais pas s'il a un showroom, mais du coup, c'est comptoir médical. Ouais. Super. Voilà, c'est cette catégorie de magasins, effectivement, qui peut vendre ce type de siège. Alors, moi, je conseille toujours, quand il n'y a pas de showroom et quand il n'y a pas de possibilité de tester, c'est de demander quand même à tester avant d'acheter. Parce que quelquefois, on a l'image sur Internet, on a l'impression que c'est adapté, mais en fonction de notre activité, on se rend compte que non. Voilà. Je ne sais pas qui a posté ce siège et pour quelle activité c'était. C'est Mais Laura. Euh, Laura, d'accord. Et c'est pour quel type d'activité? Bureau? je sais pas. Laura, de quel D'accord. type d'activité tu es, si tu peux le mettre dans le chat. Oui, Activité bureau activité toute bureau la toute journée, la journée. d'accord. Après, il y a aussi des... ah, Alors, je ne sais pas si elle bouge aussi à son bureau, mais il y a la possibilité, il y en a certaines qui ont parlé de ballons tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir des ballons. Il y a aussi la possibilité, si vous pensez à votre dentiste, regardez comment il est assis. Souvent, il est assis sur un siège. Alors, ça s'appelle pas queue de cheval, mais... Ah, un ballon, d'accord, ok. Euh,
Le nom va me revenir plus tard, mais il y a un tabouret. Alors, il y a quelqu'un qui a posté autre chose. Non, c'est un Je arbre, il y regarderai tout à l'heure. a Ok, information. d'accord. Ok, ça marche. Selle de cheval, voilà. Il y a un tabouret aussi, selle de cheval, qui peut être intéressant. Mais on va parler de la posture au bureau, parce que ça n'est pas que l'assise qui joue. Il y a l'assise, mais pas que. D'accord? Mais je reviendrai, du coup, j'ai vu, Frédéric, les questions qui viennent Ouais. par rapport à la posture assise. Je continue sur les TMS et lorsqu'on sera sur la dynamique devant le bureau, je reparlerai de tout Ok, ça. ok, OK? super. Ok, Hop, je ferme. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais répondre aux questions, mais je continue sur les TMS parce qu'il faut quand même que vous compreniez comment elles arrivent, parce que ça n'est pas que physique. Le problème, en fait, il n'est pas que biomécanique, euh, c'est-à-dire que ça ne vient pas que des efforts physiques et des postures et des gestes répétitifs. Il y a aussi, en fait, des attitudes. Par exemple, je prends les coiffeuses. Je sais pas, vous ne le voyez pas forcément, mais je suis grande, je fais 1,77 m. Et quand je vais chez le coiffeur, j'ai tendance à m'asseoir un petit peu mais sur mon sacrum. Je glisse un peu, j'essaie de me faire toute petite parce qu'à chaque fois que je vois la coiffeuse, elle a tendance à avoir ses bras très, très au-dessus de ses épaules. Et sans se rendre compte, en fait, là, elle applique une attitude qui va forcément lui donner mal aux épaules. Dès qu'on élève les bras loin du corps, mais forcément, on tire sur notre épaule et on va peut-être engendrer une tendinite à terme, si on est dans un mouvement répétitif et régulier. Le port de charge lourde, par exemple, même s'il est peu fréquent, ça va entraîner du coup des TMS. Et à contrario, quand vous êtes sur des activités comme, je pense aux prothésistes angulaires, vous savez qu'ils utilisent surtout leurs pinces, donc ce petit geste fin-là, qui est régulier, quand elles font du polissage ou même les bijoutières. Mais en fait, là, ne serait-ce qu'avec ce geste-là répété tout le temps, on est aussi dans quelque chose qui va provoquer des TMS. Tout à l'heure, j'avais parlé de la dimension de charge lourde ou pas. C'est aussi une indication qu'il faut avoir en tête. Lourd, en fait, c'est entre 15 et 25 kilos. Mais il faut tempérer ça avec le volume et la forme de l'objet, la distance que vous allez faire avec l'objet et aussi l'environnement que vous allez emprunter pour transporter l'objet. Donc, les escaliers, c'est pas la même chose que le sable, c'est pas la même chose qu'un terrain avec de l'eau. OK? Euh, donc, ayez conscience aussi du poids que vous transportez parce que quand on est sur une charge à 15 kilos, on est sur une manutention qui doit être normalement euh, espacée de quelques temps de pause. Et quand on est sur une manutention qui se rapproche de 25 kilos, on est sur de l'exceptionnel. Donc, ça ne doit pas être régulier parce que là, on est sur une charge lourde qui doit être vraiment ponctuelle. Ou lorsqu'on est sur de 25 kilos, ça veut dire qu'on doit compenser avec autre chose. On parlera de ça tout à l'heure pour éviter de porter vraiment régulièrement ces 25 kilos. Les facteurs psychosociaux sont mes préférés parce qu'on s'en rend jamais compte, mais en fait, ce sont eux qui favorisent énormément les TMS. La charge de travail élevée, les contraintes de temps, parce qu'on travaille dans l'urgence, le travail monotone ou répétitif, même si on est passionné, l'exigence émotionnelle forte, vous savez, la pression qu'on a par rapport à notre chiffre d'affaires, le manque de soutien social, parce que des fois, les gens ils comprennent pas pourquoi on s'embête à travailler à notre compte. Les relations interpersonnelles qui peuvent être dégradées, je pense notamment au couple, par exemple, parce qu'on travaille trop, ou le manque de reconnaissance de notre entourage, tout simplement. Ce sont des facteurs psychosociaux qui auront un impact mais énorme sur les TMS. Parce qu'il y aura du stress, le stress va augmenter directement votre tonus musculaire. Et là, je suis en train de parler de ces muscles-là, là, derrière, là. En général, quand on fait quelque chose qui nous stresse, ben, directement, ça se contracte. Dès qu'il y a quelque chose qui se contracte, toute la zone, elle est concernée. Donc, ça veut dire que si ça se contracte ici, ça veut dire que mes épaules aussi vont être contractées. OK? Mon cou
également. Donc, les tensions, elles vont solliciter davantage les articulations, les tendons, les nerfs. Et si je dois faire vite, en fait, dans mon activité, je vais écourter mes temps de pause. Si j'écourte mes temps de pause pour faire plus, ben forcément, j'aurai tendance à être moins attentif à mes gestes et à mes postures. Je peux continuer, Frédéric, c'est bon? Oui, oui, tu peux, oui. D'accord, donc les facteurs individuels, ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas oublier notre âge, même si bon, on a toutes 25 ans. Notre état de santé, nos antécédents, c'est-à-dire dans la famille, si on a tendance à avoir tel ou tel type de pathologie, notamment, je pense au canal carpien, pour toutes celles qui font de la manutention, motricité fine ou plus grosse, ben, en fait, le canal carpien, c'est quelque chose qui va être intéressant à anticiper. La formation aussi aux gestes et postures, si vous avez eu une formation ou si vous documentez, ben, vous allez être de toute façon beaucoup plus sensible lorsque vous réalisez des postures avec des charges. Et puis, il y a aussi les expositions organisationnelles ou l'environnement de travail. Si vous êtes exposé à la chaleur, par exemple, aux vibrations, au bruit ou à un éclairage inadapté, ben forcément, ça va favoriser les TMS. Voilà. Donc, il faut avoir conscience de tout ça. On a tendance, en fait, à se cibler. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va réaborder cette thématique de siège, etc. Parce que c'est pas que le siège, en fait. On a des tensions, mais quelquefois, c'est pas que biomécanique, c'est pas que psychosocial, c'est pas que individuel, c'est pas que organisationnel, c'est tout. Donc, il faut pouvoir faire un bilan assez exhaustif, oui, de toute la situation pour pouvoir traiter le problème. Alors, je travaille devant un écran. Du coup, quelles sont les conséquences? Travailler devant un écran implique une position statique. Le corps, il n'est pas fait pour rester statique. C'est pas possible. On a besoin de pause, on a besoin de bouger. Globalement, je pense que vous connaissez ou vous avez déjà ressenti les conséquences d'un travail devant un écran. Il y a une fatigue visuelle qui s'installe, il y a du stress également, et puis il y a directement les effets liés à la posture sédentaire, c'est-à-dire la prise de poids, ben, le diabète, les pathologies cardiovasculaires. En fait, ça peut aller très très loin, effectivement. Manger, bouger, c'est pas un slogan pour nous embêter. En vrai, il faut pouvoir mettre du mouvement quand on est sur un poste statique. Donc, il y a eu beaucoup de questions vis-à-vis du coup du siège. Le siège ne fait pas tout. Effectivement, on privilégie le siège avec au minimum les accoudoirs réglables en hauteur. Pourquoi les accoudoirs en réglables en hauteur? Parce que votre bureau, il faut que votre siège soit adapté à votre bureau. Il faut que vos accoudoirs soient adaptés à votre bureau. Parce que quand vous êtes devant un ordinateur, il faut que vos coudes soient en appui sur votre bureau, sur la même ligne que vos poignets. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous avez un siège qui n'est pas réglable en hauteur et des accoudoirs qui ne sont pas réglables en hauteur, du coup, vous aurez une difficulté à vous installer correctement face à votre bureau. D'accord? Donc, la première chose qu'il faut regarder, peut-être si vous analysez votre poste de travail, c'est un peu ce qu'un ergo va faire quand elle installe un patient sur un fauteuil roulant. D'abord, c'est l'assise. On regarde l'assise. Ensuite, on regarde nos pieds. Est-ce qu'on touche le sol? Est-ce qu'on ne touche pas le sol? D'accord? Si on ne touche pas le sol, il y a un souci. Il faut pouvoir régler du coup notre siège pour toucher le sol, mais si notre bureau n'est pas réglable en hauteur, ça veut dire qu'il faut mettre, un repose-pied, d'accord? Pour que vos pieds puissent être à plat, il faut que vous ayez un repose-pied. Si votre siège ne vous permet pas d'avoir les pieds au sol et d'être à hauteur par rapport au bureau. Ça, c'est pour le bas de corps. Je remonte un peu.
au niveau des lombaires. Les lombaires, c'est très important. C'est ce qui va nous faire mal le plus souvent. En plus, effectivement, aux Antilles, on a tendance à être un petit peu cambré, donc les lombaires, ça joue. Donc, si on n'a pas la chance d'avoir un super siège ergonomique, il faut comprendre que les lombaires, c'est un creux. Ça ne sert à rien de mettre un coussin sur toute la longueur de votre dos et vous dire, ah ben c'est bon, j'ai mis un coussin, je vais être beaucoup plus confortable. Non. En fait, ce qu'il faut supporter, c'est le creux. Visualisez le creux que vous avez au niveau des cervicales et le creux que vous avez au niveau des lombaires. En fait, combler ce creux, c'est permettre aux muscles de se relâcher. Une fois qu'ils sont relâchés, ben en fait, on se sent mieux, ça fait moins mal. Quand vous prenez l'avion, euh, vous savez, on vous donne un petit coussin. J'ai une mémoire, il me semble, Air France vous donne un petit coussin rouge. Ce petit coussin, c'est pas forcément pour votre tête, c'est pour vos lombaires. Quand vous le mettez au niveau des lombaires, vous passez vos 8 heures de vol avec votre petit coussin, ah ben, quand vous l'enlevez, vous sentez la différence. Ah, en fait, c'était vachement bien d'avoir ce petit coussin. C'est la même chose. Donc, si jamais vous voulez vous mettre un coussin au niveau du siège, il ne faut pas privilégier un gros coussin carré, mais vous prenez plutôt un petit rectangle. Vraiment quelque chose qui va venir combler l'espace au niveau des lombaires. Et aussi, l'enlever de temps en temps. Parce que si vous gardez votre coussin, ben forcément, votre corps, il aura tendance à, comme il a tendance à bouger, à vouloir bouger, il va du coup vous envoyer des signaux de gêne. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le coussin, à l'enlever, à changer de position, à se lever, etc. Est-ce qu'il y a des questions, Frédéric? Du Non, coup, je peux continuer? il y a Catherine qui dit qu'il faut maintenant investir dans un bon fauteuil ou récupérer Ouais. le coussin d'Air France. Désolée, c'est l'image qui m'est venue parce que ben, pour le coup, je trouve que la taille de ce coussin est très bien adaptée. Voilà. Alors, pour la partie du coup, membre supérieur, donc épaules, coudes, poignets. Lorsque vous tapez, c'est vraiment ce que je vous ai dit au début. Donc, vos poignets doivent être sur la même ligne, quasiment la même ligne que vos coudes. Une fois que vous avez ça, si vos coudes sont en appui, vos épaules sont relâchées, forcément. D'accord? Il faut aussi que vous soyez consciente que lorsqu'on stresse, on a tendance à contracter ici et donc forcément les épaules se relèvent un peu sans qu'on y fasse gaffe. Donc il faut aussi que vous ayez conscience qu'il faut relâcher le haut du corps. La position de la tête vis-à-vis de l'écran, c'est environ 70 ou 90 centimètres, mais ça dépend aussi de la forme de l'écran. Je crois que j'ai parlé aussi de l'écran incurvé dans la slide d'après. Il faut, comme pour le pare-brise de votre véhicule, que vos yeux soient euh, en vrai, voilà, vers le haut de votre écran. Voilà, à peu près. La distance, donc je vous l'ai dit, c'est à peu près 70 et 90 ou 90 centimètres. Pour le clavier, privilégiez du coup les claviers à plat. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, il y a des petites encoches qui vous permettent de relever le clavier et du coup, vous avez un clavier oblique comme ça par rapport à la table. Donc, ce bras-là, c'est ma table. Non, il vaut mieux que votre clavier soit à plat. Et dans la slide d'après, je vais vous parler de Là, la souris. Oui. alors, tu as Catherine qui demande et comment faire quand on écrit aussi souvent sur le clavier que sur une feuille? Quelle disposition privilégier? Alors, je vais prendre ma diapo d'après. Non, pardon, je vais répondre à la question et j'irai après sur l'autre diapo. En fait, le souci, c'est que quand on est sur une écriture manuscrite, donc votre bras doit être, l'inclinaison du bras doit être strictement parallèle à l'inclinaison de votre feuille. C'est-à-dire que si votre bras est légèrement incliné, votre feuille doit être légèrement inclinée dans le sens de l'écriture. La feuille doit être face à vous. Donc, ça veut dire que si vous êtes à la fois sur l'ordinateur et à la fois sur le clavier, malheureusement, je n'ai pas de solution parce que il faut pas désaxer l'activité.
Si vous désaxez l'activité, ça veut dire que vous êtes en torsion. Par exemple, si vous êtes en copie d'un document, je l'ai mis dans la slide d'après, je crois, je vous conseille un porte-document à mettre devant vous et en dessous de l'écran, entre le clavier et l'écran, pour ne pas avoir de torsion et mettre le document à côté de vous. Si vous devez écrire, pas de torsion, il faut que le document soit en face de vous. À ce moment-là, si vous avez un siège avec des roues, vous vous décalez, vous écrivez, vous revenez en face. Peut-être que ma solution ne vous plaît pas, mais si on reste figé sur les bonnes pratiques au niveau musculo-squelettique, il faut éviter les torsions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sachant que, voilà, aucune posture n'est idéale si elle est prolongée. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Pensez à changer de posture, vous déplacer, vous étirer, etc. Mais ça, je reviendrai après dessus. Si vous avez un ordinateur portable, constamment, le travail avec l'ordinateur portable, en fait, il n'est pas forcément adapté parce que l'écran, il est quand même bas. Il faut que l'ordinateur soit plutôt sur un support pour que votre regard soit sur le haut de l'écran, comme j'avais mis dans la slide d'après. Donc, du coup, il y a des stations d'accueil qui sont vendues pour permettre la pose de l'ordinateur portable. Quand vous travaillez avec deux écrans, c'est l'image qui est en haut, en bas à gauche. Il faut que les deux écrans soient vraiment dans votre champ de vision et pas en décalé. Il ne faut pas qu'il y ait de torsion. D'accord? Pour la souris, il y a souvent deux modèles de souris qu'on voit. Donc, les souris qui sont à plat ou les souris qui sont un petit peu debout. Alors, effectivement, si vous utilisez la souris toute la journée, c'est mieux d'utiliser la souris qui est dite ergonomique, c'est-à-dire verticale. Parce qu'en fait, ça respecte la dynamique de votre articulation, tout simplement. Ça respecte la dynamique du poignet avec l'articulation, la dynamique du poignet, de l'avant-bras et du coude. La luminosité. Si jamais vous travaillez de chez vous, il faut aussi calculer l'emplacement de la fenêtre par rapport à votre écran. Il faut privilégier du coup un poste de travail placé perpendiculairement aux fenêtres. Évitez du coup la fenêtre derrière. Ça va éblouir votre écran et c'est pas l'idéal pour les yeux. Il faut aussi un éclairage suffisant, pas complètement au-dessus de votre écran, mais plutôt des spots de part et d'autre, comme il y a à peu près sur la photo. Bon, ça, c'est plutôt dans une entreprise, mais chez vous, c'est à peu près la même chose. Deux rangées plutôt qu'une. Donc, plutôt qu'un plafonnier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez un téléphone, voilà, si vous utilisez beaucoup votre téléphone, il doit être positionné dans la zone de travail. Si vous utilisez, si vous appelez, vous êtes souvent sur haut-parleur, etc. Donc, vous devez privilégier un casque, privilégier le casque sans fil, etc. De toute façon, maintenant, je crois qu'il n'y a que ça. Au niveau des documents à saisir, je vous ai déjà fait un petit aparté dessus, donc plutôt en face de l'écran. Tu as une question sur une lampe de Oui, bureau, plutôt à notre gauche, pour quand on est droitier. plutôt à votre gauche quand vous êtes droitier, oui. Deux, c'est mieux qu'une, mais une, c'est déjà bien. Et oui, voilà, une, c'est déjà bien. Alors, j'ai pas forcément les prix en tête, mais il y en a, par exemple, je suis très sensible à la lumière. Vous avez quand même des ampoules maintenant facilement connectées et vous pouvez varier entre lumière jaune et lumière blanche. Par exemple, moi, j'ai un seuil très faible vis-à-vis de ma tolérance à la lumière blanche. Je préfère la lumière jaune. Et du coup, grâce aux ampoules connectées, j'ai la possibilité de régler l'intensité. Mm. Voilà. Et ça s'adapte sur toutes les, tous les supports. Voilà. Donc, c'est une bonne alternative. Je répète, aucune posture n'est idéale si elle est prolongée. D'accord? Notre corps, il est fait pour bouger. Donc, il faut penser à changer de posture
faut penser à vous déplacer, il faut penser à vous étirer. D'ailleurs, je vous ai mis des exemples d'étirements à faire, surtout lorsqu'on est dans une position statique, donc devant le bureau. Euh, on s'étire les mains, on s'étire les poignets. Donc ça, c'est pour le deuxième type de photo. Les mains également. En fait, dès que vous allez secouer un muscle, en fait, vous allez le relâcher. Je sais pas s'il y en a qui font des squats. En général, si vous faites un squat, vous avez un petit peu trop chargé, votre muscle il est un petit peu tendu. En fait, vous secouez votre cuisse et hop, ça va le relâcher. Euh, Pareil au niveau des épaules. Donc, bouger une articulation dans tous les sens, en fait, ça permet, in fine, de relâcher. Pareil, je vous ai mis des étirements pour le dos. Donc, je pense que celles qui font des séances de kinésithérapie, vous vous retrouvez un peu là-dedans. Quand vous êtes assise, il y a la possibilité également de travailler au niveau des lombaires. D'accord? Donc, le mieux, c'est de faire les deux. Marcher, s'étirer. Il faut aussi penser, oui, non, ok. Il faut aussi penser aux yeux. Alors, on privilégie effectivement au moins filtre lumière bleue. Je ne sais pas si vous connaissez les effets de la lumière bleue, hein. C'est surtout que quand vous utilisez par exemple votre écran sans filtre lumière bleue le soir, effectivement, ça aura tendance à baisser le taux de sécrétion de la mélatonine, donc l'hormone qui favorise l'endormissement. Donc, on essaye quand même de privilégier le réglage directement sur l'ordinateur. Il me semble que tous les ordinateurs récents font ça. Donc, un petit filtre lumière bleue ou alors équipez vos lunettes aussi de filtre lumière bleue si jamais vous avez tendance à travailler tard le soir. Aussi, ce qui est embêtant par rapport au travail sur les écrans, c'est qu'on aura tendance à avoir un focus qui va beaucoup travailler puisqu'on est proche de l'écran, mine de rien, même si c'est 70 à 90 cm, c'est proche. Et donc, du coup, il va falloir regarder loin de temps en temps pour soulager notre focus. Pensez à cligner des yeux également. Et puis aussi s'hydrater, hydrater les yeux si on a tendance à avoir les yeux secs et rouges à la fin de la journée. Bien sûr, pensez à aller voir un ophtalmo régulièrement dès que vous avez des sensations un peu de tiraillement ou autre de fatigue. Je sais que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, je sais. Mais voilà, les yeux sont quand même à ne pas négliger, bon, comme toutes les autres parties du corps, mais il faut y faire quand même très attention. Lorsqu'on est sur des manutentions manuelles régulières, donc le port de charge inerte, donc je vous ai mis une charge à 25 kg, et là on pense à Morgane qui a dit tout à l'heure qu'effectivement, elle sait qu'il faut faire attention, mais elle ne fait pas toujours attention. Alors la technique, en général, quand on a une charge, c'est de la garder le plus près possible de son corps. Plus vous allez l'éloigner, plus ça va être compliqué. Donc, on la garde le plus possible proche de son corps et on essaye, du coup, d'utiliser le bas du corps et de bloquer, entre guillemets, le haut du corps. Alors, je dis entre guillemets parce que c'est pas exactement ce qu'il faut faire, mais en fait, c'est l'image. C'est-à-dire que c'est vraiment le bas qu'il faut stabiliser et utiliser la force des cuisses. Et votre haut, vous ne le bloquez pas, mais vous le stabilisez. C'est-à-dire que votre colonne vertébrale euh, ne doit pas bouger, doit bouger le moins possible. OK? C'est bon, Frédéric? Je peux continuer? Tu peux continuer, oui. D'accord. Le, la chose toute bête qu'il faut faire aussi lorsqu'on est sur ce type de manutention, c'est qu'il faut s'échauffer. En fait, c'est comme faire du sport. Si vous êtes sur une charge lourde, c'est pas parce que vous êtes en extérieur dans votre activité de traiteur que c'est pas comme si vous étiez à la salle en fait. Si vous êtes à la salle et que vous partez sur des squats avec 25 kilos, mais forcément vous allez vous échauffer. Enfin, j'espère que vous allez vous échauffer avant. Vous allez vouloir faire 10-15 minutes de tapis et après soulever lourd. C'est pareil quand on est en manutention, même si c'est dans le cadre du travail. Les exercices d'échauffement, ils sont utiles et ils sont
essentiel, très important et à ne pas négliger. Voilà, pour éviter justement de se faire mal. Donc, lorsqu'on est sur des gestes nombreux et répétitifs et que vous utilisez du coup les mêmes groupes musculaires, la solution, c'est de faire des interruptions répétées de l'activité. Il faut faire des pauses et il faut essayer d'alterner les tâches. Euh, Il y a une question, Frédéric? Non, Je c'est vois bon. une main. Ah, ok. Ah, je la vois pas. D'accord, ok. Bon, Oui, je sais pas. bonjour, vous Oui, m'entendez? oui. Oui, bonjour, j'ai une question, effectivement, excusez-moi. C'est concernant justement la manutention et les Oui. ceintures, parce que j'ai fait beaucoup de manutention et je voulais savoir en ce Mhm. qui concerne les ceintures qu'on met parfois pour porter des charges. Les ceintures lombaires? Voilà, Ouais. est-ce qu'il faut les avoir à chaque fois ou est-ce qu'il faut faire un entre-deux? Parce que on me conseille de les porter à chaque fois que j'ai une manutention à faire, mais en même temps, on me dit de ne pas trop habituer le dos à avoir la Mhm. ceinture. C'est ça. En fait, c'est comme en musculation. C'est-à-dire que quand on commence, on vous explique exactement la même chose qu'on vous a dit. C'est-à-dire que si vous habituez, vous commencez à faire de la muscu en habituant votre corps à avoir une ceinture, c'est-à-dire qui va vraiment figer, bloquer la colonne, il n'y aura plus ce travail adaptatif que le corps fait en soulevant une charge. D'accord? Bon. Sauf que là, aujourd'hui, comme je ne vous connais pas, je ne peux pas vous dire il faut l'utiliser tout le temps, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. En fait, ça dépend de ce que vous avez eu comme pathologie. Si vous avez une hernie discale, si vous avez d'autres soucis au niveau de votre colonne vertébrale, peut-être qu'il faut privilégier l'utilisation de la ceinture. D'accord? Ça peut être contraignant, mais c'est quelque chose en fait qu'il faut analyser avec un tout petit peu plus de données au niveau médical, voilà, pour pouvoir vous répondre. Mais D'accord. sachez que si on vous a répondu ça, c'est parce qu'effectivement, votre corps, lorsque vous soulevez une charge, il y a tout un gainage qui se met en place. Si vous avez une ceinture, ben en fait, c'est comme si vous gainez à la place de votre corps. Voilà. Mais je peux pas vous dire, je peux pas vous donner de réponse parce que je connais pas vos antécédents médicaux. Voilà, D'accord, très bien. désolée. Merci. Au niveau de la charge musculaire statique, du coup, donc surtout les personnes qui travaillent avec les mains au-dessus de la tête ou dans un espace restreint, ça peut être les enseignants, par exemple. Vous savez, les enseignants, ils écrivent au tableau. Ben, pareil, il faut alterner l'activité, il faut relâcher les muscles. C'est tout bêtement la même solution pour tout le monde. Que ça soit des gestes nombreux, répétitifs, une charge musculaire statique, etc. C'est la pause qu'il faut privilégier et l'alternance d'activité. Les manutentions de charges lourdes pendant des périodes prolongées, donc on a parlé de la ceinture tout à l'heure, ça peut être un outil également. Euh, mais la solution, malheureusement, et ça c'est l'INRS qui le dit, c'est pas Anaïs, il faut diminuer la masse des objets ou le nombre de manutentions par jour. Donc par exemple, quand vous êtes au seuil de 25 kilos, il faut pas faire 25 kilos pendant une heure, quoi. Quand on soulève 25 kilos, on est dans une manutention lourde qui doit être, selon le code du travail, exceptionnelle. Voilà. Alors, tu as une question, Anaïs, Oui. un conseil pour la station debout prolongée. J'ai une chaise haute, mais j'ai l'impression d'aller plus vite en étant debout. Cela occasionne des douleurs aux jambes. Peut-être avoir peut-être une bonne posture et des temps de repos. Elle s'interroge dessus. D'accord. Alors, la chaise haute, c'est une excellente solution parce que ça permet du coup de relâcher toute la zone lombaire. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme activité en général puisqu'elle dit qu'elle va plus vite avec sans la chaise. Alors, elle est fleuriste, voilà. Elle est fleuriste, d'accord. Hum, alors, et alors, utiliser la chaise assise debout pour une activité précise, donc par exemple, lorsqu'elle fait le bouquet, elle sait qu'elle va y mettre, elle va y passer, je pense, allez, 10 15 minutes, excusez-moi si je me trompe. Ben, se mettre en position assis debout pendant 10 15 minutes et après marcher, moi je trouve que c'est intéressant en fait. Tant qu'elle va privilégier des temps
où elle peut justement varier ses activités entre la marche et la station assis debout, pour moi, on est dans quelque chose qui est valable. Maintenant, elle a des douleurs dans le bas du corps, c'est ça? Elle a dit qu'elle a des Je me souviens. douleurs aux jambes. Cela occasionne des douleurs. D'accord. Alors, faire Ouais, attention au chaussage, Mm. d'accord? Faire attention au chaussage. Il faut un chaussage adapté, éviter toutes les chaussures qui sont très, très plates. Même si on a l'impression que c'est mieux de ne pas avoir de talons, en fait, non, il faut quand même avoir un petit talon. Mais ça, vous pouvez l'aborder avec votre médecin traitant dans un premier temps qui peut vous orienter vers un podologue. Il peut y avoir aussi des semelles qui peuvent diminuer les douleurs, favoriser la circulation du sang et donc diminuer les douleurs au niveau musculaire. Et aussi apprendre des techniques de relaxation, puisque tout ce qui va être en jeu, ça va être vos hanches. Et donc relâcher toute cette partie-là, euh, peut-être prendre quelques séances de kiné, demander au médecin traitant de prendre quelques séances de kiné pour pouvoir apprendre à relâcher ses hanches pour éviter du coup les douleurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oh, je pense. En tout cas, merci. J'ai dit relâcher les douleurs. Relâcher les muscles pour éviter les douleurs. Alors, elle a dit qu'elle Désolée. a commencé à faire du pilate. Ouais. Ben, c'est très bien le pilates parce que ça renforce. Mais du coup, il faut pouvoir, dans la situation de travail, faire des étirements. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que vous savez que vous avez votre station debout, votre journée de travail, il est peut-être de 10 heures, je ne sais pas. Votre cours de pilates, il dure 1 heure. Donc, vous avez beaucoup plus intérêt à intégrer des mouvements de pilates dans votre journée de 10 heures que de vous concentrer uniquement sur votre petite heure de pilates, qui va agir de toute façon en renforçant. Mais il faut se servir de ces cours de pilates-là pour faire justement des étirements dans la journée. Voilà. Elle te dit merci. Oui. Ah, mais de rien. J'effectue de la manutention manuelle régulièrement. Alors, bon, je vous ai mis du matos qui coûte cher, donc soyez indulgents, parce que je n'ai pas trouvé de choses qui ne coûtent pas cher, malheureusement. Mais quand même, les actions peuvent porter aussi sur l'organisation. C'est-à-dire, je fais de la manutention régulièrement, je sais que je dois porter des charges lourdes, j'essaie de m'organiser pour éviter de tout porter en une fois. Alors, quelquefois, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement, mais si je sais que je ne peux pas faire autrement, ça veut dire que dans le temps, ok, je porte ça, mais ça veut dire que le reste de la journée, j'essaye de ne pas porter d'autres charges lourdes, de me reposer, de me détendre, etc. J'essaye aussi d'adapter mes outils et mon équipement. Il y a des choses pour la manutention, malheureusement, qui coûtent cher. Tous les chariots, ça va être quand même du matériel assez onéreux. Et je vous ai même mis un petit exosquelette complètement hors de prix, désolé. Mais voilà, en termes d'outils pour la manutention, il n'y en a pas beaucoup, surtout que voilà, le Code du travail impose certaines choses en termes de prévention à un employeur classique. Et du coup, il y a un budget réservé à la santé et sécurité au travail, tandis que lorsqu'on est entrepreneur, ben, le budget, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément de solutions peu coûteuses, si ce n'est s'organiser. Voilà, je sais que ma réponse n'est pas du tout satisfaisante. Je l'entends. Malheureusement, ça peut être très embêtant, je comprends. C'est pour ça que le suivi médical régulier est très, 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 très important. Je conclus et après je reviens s'il y a des questions. Pardon, tu m'entends, Frédéric? Je t'entends, c'est bon. Oui, c'est juste mon AirPod qui s'est déconnecté. Donc en conclusion, c'est juste qu'il faut du coup accorder beaucoup, beaucoup d'importance à la prévention individuelle. J'aime bien
ce petit proverbe qu'un ami à moi a tendance à dire souvent, être et durer. D'accord? Faut être conscient de ses capacités et aussi de ses douleurs, des choses qui fonctionnent moins bien, pouvoir les traiter pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, comment dire, euh, votre, enfin, les troubles musculo-squelettiques qu'on a abordés cet après-midi, lorsqu'ils se transforment en maladie professionnelle, souvent, cela débouche sur une reconversion professionnelle. Et là, je prends le cas classique d'une aide-soignante à l'hôpital qui a d'énormes douleurs au dos, qui ne peut plus faire de manutention au niveau des patients, mais du coup, hop, elle va être du coup plus orientée vers un travail de bureau pour éviter les charges quotidiennes. Voilà. Donc l'application de techniques de manutention ou des techniques ergonomiques d'adaptation de poste de travail permet l'amélioration des conditions de travail. Ça prévient aussi les risques professionnels qui sont liés à des gestes non appropriés au port de charge ou au déplacement. Voilà, donc je vous incite à continuer à vous former, à vous informer. Il y a des documents assez généraux, complets et faciles à lire sur l'assurance maladie, l'INRS et aussi sur le site du ministère du Travail et de la Santé. Euh, voilà. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, mesdames, n'hésitez pas, posez-les. Et donc, j'ai mis dans le chat, vous avez donc les coordonnées donc, d'Anaïs, plus toutes les petites infos. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière visio de la journée, mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve demain après-midi. Donc, on se retrouve avec un atelier, un atelier pratique sur les petits mouvements pour se ressourcer en famille. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On nous reste encore 2-3 minutes. Alors, beaucoup de merci. Merci pour la qualité de Merci, vos ça me fait informations. plaisir. Très intéressant. Merci. Au revoir à ceux qui doivent partir. Bonne fin de C'est gentil, journée. j'ai fait cette présentation de tout cœur. J'ai vu entrepreneuse, affiche rose, je me suis dit, ok, banco. Avec Donc, ouais. plaisir, tout le monde. Beaucoup de merci. Présentation super instructive. J'adore. Merci. Tout le monde remercie. Oh, ils sont fans. Je suis fan aussi. Nous sommes fans. C'est gentil. Donc, vous retrouvez les coordonnées d'Anaïs dans le message que j'ai mis. Je vais vous le remettre. Comme ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez la contacter. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais vous dire merci beaucoup à toutes pour votre participation. Merci Oui, d'avoir merci tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. En tout cas, c'était avec plaisir que j'ai pu faire cette présentation. Donc, le Merci à plaisir toi, est Anaïs. partagé apparemment. Ouais. Oui, Voilà. c'était un très bon moment et franchement,